Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis effectivement ravie de représenter aujourd'hui la ville de Mantes-la-Jolie afin de vous faire un retour d'expérience sur notre projet que l'on a nommé effectivement à petits pas vers l'innovation managériale. Au cours de cette présentation, je vais vous partager donc notre réflexion initiale qui était comment on passe d'un dispositif singulier mais innovant à une démarche qui va véritablement impacter le quotidien des agents de façon durable. Donc, nous, le parti pris que nous avons choisi à Mantes-la-Jolie, c'est de poser en fait la question de l'ancrage dans le quotidien en amont du projet, donc dès la conception du projet. En effet, on a, grâce à l'appui du Lab ATF, dont on vient de parler à l'instant, on a pu constater que l'innovation managériale ne se décrétait pas, qu'elle était véritablement le fruit d'une mobilisation de plusieurs acteurs au sein d'une organisation qui essaimaient dans leur pratique professionnelle auprès de leurs collaborateurs. Donc, c'est à partir de ce constat que nous avons choisi de nommer notre projet « À petits pas vers l'innovation managériale » pour montrer que chacun, à son niveau, peut s'inscrire dans cette dynamique et peut l'ancrer dans son quotidien. Donc, vous voyez apparaître à l'écran quelques slides, effectivement, enfin, cette première slide pour vous poser le contexte de la ville de Mantes-la-Jolie, qui est une commune de 45 000 habitants qui se situe aux portes de la Normandie. La moitié de la population de la ville réside au sein du quartier du Val-Fouré, qui est un quartier en zone urbaine sensible. Donc, la ville de Mantes-la-Jolie est vraiment passée d'un territoire en réparation, puisque c'est un territoire qui a bénéficié des dispositifs de l'ANRU et qui en bénéficie encore, à un territoire en développement, ce qui l'amène donc à capitaliser sur les ressources internes de la ville. Dans cette optique, la ville s'est engagée dans le réseau des villes apprenantes et a même obtenu il y a 2 ans une labellisation ville apprenante, avec comme objectif que les habitants puissent prendre part au développement local, mais également les équipes de terrain qui sont en proximité avec les usagers. Et donc, dans le cadre de cette réflexion sur la ville apprenante, l'organisation interne elle-même de la collectivité n'a pas été oubliée. Et donc, l'objectif a été de définir en quoi la collectivité pouvait être également une organisation apprenante. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, la ville a fait en fait en interne un peu la revue des projets qui existaient déjà et nous avions pu identifier donc une démarche d'innovation managériale qui était conjointement portée par la direction de la culture et la direction de la ressources humaines, que nous avions nommé l'atelier croisé des services. Donc, cette démarche, donc ce sont des ateliers qui se déroulaient au sein de notre centre d'art, qui est un équipement culturel de la ville, qui était très bien identifié et investi par les usagers. Et la ville avait fait également le choix de le mettre à disposition de ses agents pour qu'ils puissent se rencontrer autour du dessin, de la sculpture, avec une réflexion sur le temps et la prise de recul. Donc, très concrètement, les directeurs, les managers pouvaient décider, le temps d'une demi-journée, d'emmener leurs agents. Alors, ça pouvait être suite à une problématique de réorganisation, de services qui se rapprochaient. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer du lien autour donc, de la culture. Donc, c'était des ateliers qui fonctionnaient très bien, puisqu'ils avaient aussi une vocation un peu d'atelier brise-glace. On l'avait également aussi utilisé en amont d'un séminaire de direction avec la direction générale afin de pouvoir un petit peu sensibiliser les uns et les autres au travail collaboratif. Donc, des ateliers qui étaient très bien identifiés par les agents et les managers. Toutefois, on s'est vite aperçu que certes, les agents échangeaient entre eux au cours de l'atelier, certes, il se passait quelque chose à l'instant T, mais une fois revenus dans leur quotidien, il n'y avait pas vraiment de bénéfice à long terme dans l'évolution des pratiques professionnelles. Donc, les agents ne faisaient pas forcément le lien entre ce qui se passait au sein du centre d'art et ce qui se passait au boulot. Il n'y avait pas forcément de lien qui était fait de façon concrète entre les services ou pas de réflexion plus profonde sur la manière de délivrer un service public. Donc, la question que l'on s'est posée, c'est comment ce dispositif pouvait générer de l'impact durablement sur notre organisation et s'ancrer donc dans le quotidien des managers. Et donc, on a eu cette formule, comment on peut passer de l'instant à l'impact. Donc, on est resté effectivement sur l'idée de maintenir bien sûr cette offre de service qu'est l'atelier croisé des services, mais de pouvoir en fait l'intégrer plus largement à une offre globale qui pourrait répondre à diverses problématiques au sein de la ville. Donc, la réflexion a vraiment porté sur comment
mettre en place des passerelles entre les effets bénéfiques constatés durant les ateliers croisés des services, avec donc la mobilisation des collaborateurs et des impacts durables sur leur lieu habituel de travail. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, le premier levier que nous avons identifié, c'est de partir de l'expérience usagée afin de structurer notre démarche d'innovation. On a beaucoup parlé effectivement du risque de gadgetisation. C'est un risque sur lequel le Lab ATF nous a également beaucoup sensibilisés. À savoir, c'est très intéressant de mener une démarche d'innovation managériale et de vouloir repenser nos dispositifs. Mais si on ne s'interroge pas vraiment sur qu'est-ce qu'on veut en faire, comment les mobiliser et pour quel usage, on risque très vite d'avoir, je caricature un petit peu, mais une très belle salle, un très beau tiers-lieu avec des fauteuils un peu design, mais au final, un lieu qui ne sera pas approprié par les agents parce que ne répond pas tout simplement à ce qu'ils recherchaient. Donc, c'est également le retour qu'avait pu nous faire le département du Val d'Oise et la mission innovation qui nous a indiqué qu'il pouvait être intéressant qu'on parte en fait d'une méthodologie de design de service public pour pouvoir structurer notre offre de services en matière d'innovation managériale. Donc, c'est ce que nous avons fait. Alors, certes, l'écueil qu'on a pu identifier, c'est que c'est une méthodologie qui nécessairement allonge les délais de mise en œuvre, puisque les élus ne vont pas avoir tout de suite une offre structurée. Mais l'avantage, c'est encore une fois d'avoir une vraie crédibilité ensuite auprès des encadrants et des agents. Et l'avantage également que nous avons perçu, c'est de ne pas avoir une démarche uniquement estampillée ressources humaines ou direction générale, puisque le groupe projet que nous avons mis en œuvre, qui a donc réfléchi sur la structuration de cette offre de services en matière d'innovation, a intégré des managers et des agents issus de toutes les directions de la collectivité. Donc, ce groupe projet a réfléchi donc, à la structuration de cette offre et s'est vraiment interrogé sur ce dont elle avait besoin. Donc, le premier constat qui a été identifié par les managers, c'était de pouvoir disposer d'un lieu sacralisé, un tiers-lieu en fait en dehors du temps et du cadre classique de la vie de la collectivité. Pour eux, il était important d'avoir un lieu donc à distance du bureau, à distance aussi d'être joignable et dérangeable pour pouvoir vraiment se mettre dans une posture d'innovateur et de pouvoir éprouver des méthodes novatrices de management, d'animation d'équipe. Donc, ce tiers-lieu, on l'a vraiment pensé comme un vrai lieu ressource pour les managers et les agents dans lequel on va travailler différemment, on va réfléchir différemment pour pouvoir construire le service public de demain. Dans un second temps, les managers ont également dit qu'il était certes très intéressant d'avoir un tiers-lieu, mais il fallait également pouvoir importer l'innovation dans leurs pratiques quotidiennes de manière facilitée. En effet, encore une fois, le risque à vouloir, on va dire, exporter l'innovation, c'est qu'on innove quand on est dans le tiers-lieu, mais une fois revenu dans son quotidien de travail, on repart avec les anciennes méthodes de travail et on ne crée pas du lien et ces passerelles, on ne les fait pas. Donc là encore, les managers nous ont indiqué qu'il était important pour eux de pouvoir mobiliser, mais même à très petite échelle sur des projets, des petits projets, les méthodes d'innovation. Et pour eux, ça a été vraiment identifié comme un facteur de réussite dans leur pratique quotidienne. Donc, c'est pour cela que nous avons également donc, développé une offre de services donc, plus délocalisée que nous sommes en train de structurer donc, sous la forme de kits ou d'ateliers d'animation collective, mais sur les lieux habituels de travail, afin de pouvoir être très facilement mobilisés par les managers ou par les agents, par exemple dans une démarche projet, par un chef de projet qui souhaiterait le faire. Nous avons également, enfin les managers nous ont également sensibilisés sur le fait qu'il fallait que les thématiques qui soient abordées soient réellement concrètes. C'est-à-dire qu'il était important de ne pas partir sur des innovations Mantes-la-Jolie de 2040, mais vraiment de s'interroger sur des problématiques de travail très concrètes qui touchent leur quotidien, pour pouvoir avoir vraiment l'expertise de chacun et que chacun aussi se sente légitime. On parlait tout à l'heure de la question de la légitimité, que aussi chacun se sente légitime à pouvoir apporter son expertise sur toute une palette de sujets.
Donc, avec ce tiers-lieu et le développement de ces kits, l'objectif, c'est d'avoir une forme d'effet papillon au sein de l'organisation, dans la mesure où les collaborateurs seront plus sensibles, selon nous, à des actions concrètes et quotidiennes qu'à des grandes manifestations autour de l'innovation. Même si ces grandes manifestations sont aussi importantes pour appuyer la légitimité de la démarche, il est aussi important que chacun puisse tester à son niveau, à son échelle, ces méthodes-là. Donc, on a vraiment pris en compte, et c'est encore une réflexion que nous avons, on prend vraiment en compte les effets d'échelle comme condition d'ancrage de l'innovation dans les pratiques professionnelles. Un autre levier qui a également pu être identifié en termes d'ancrage dans le quotidien, c'est le développement des réseaux informels. Donc forcément, c'est en lien avec mon propos précédent, c'est-à-dire que en partant d'initiatives concrètes et y compris à petites échelles, on va sensibiliser plusieurs personnes à l'innovation et ces mêmes personnes vont pouvoir, au cours d'échanges informels ou au cours d'échanges de travail, pouvoir se faire les ambassadeurs en fait des méthodes qu'ils auront pu utiliser durant les ateliers qu'ils auront mis en place. Donc, c'est vraiment important de pouvoir partir sur cette expérience usagée et qu'il puisse lui-même ensuite en parler à ses collègues et les utiliser en retour dans ses services. Donc, par exemple, on a pu intervenir et faire une initiation à l'innovation publique et plus particulièrement au design de services publics au cours d'un séminaire avec les agents des services techniques. Et donc, ensuite, ces agents ont été sensibilisés et ont eux-mêmes, au sein de leurs équipes, pu réutiliser certaines méthodes avec leur approche, mais voilà, avec quand même des outils qu'on avait pu leur mettre à disposition. Et enfin, un levier sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui est aussi important dans le cadre de l'ancrage d'une pratique, c'est bien évidemment le portage par tous les acteurs, y compris la direction générale et les élus. Et d'ailleurs, pour pouvoir asseoir davantage ce portage DG, au sein de la ville de Mantes-la-Jolie, nous allons, via l'appui du CNFPT, pouvoir former l'ensemble de la direction générale aux méthodes de l'innovation et du design de services publics afin qu'ils puissent eux aussi en être les ambassadeurs et qu'ils puissent voilà, essaimer aussi à leur niveau cette démarche. Donc, ce qui était important de montrer en fait dans notre projet, c'était que quelle que soit la taille de l'organisation, toutes les organisations sont légitimes à partir sur des démarches d'innovation et à diffuser cette culture de l'innovation et que justement, on en parlait aussi tout à l'heure, l'écosystème est important et justement si chacun à son échelle peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est comme ça que l'on va pouvoir ancrer dans le quotidien ces pratiques d'innovation.